vendredi matin. On a une table ronde sur les intelligences artificielles et on va se demander si malheureusement la guerre est inévitable avec ces intelligences artificielles. En science-fiction, on a pas mal traité notamment de la singularité, hein, et ces machines qui veulent un petit peu prendre le pouvoir. Au cinéma, on a vu Terminator par exemple avec une guerre contre des robots. Et on va s'intéresser sur cette table ronde donc avec les auteurs qui tous ont parlé d'intelligence artificielle. Et on va essayer de voir un petit peu dans leurs œuvres comment est-ce qu'ils l'ont traité et comment parfois il y a des interactions entre l'humain et l'inhumain. Donc voilà, c'est vraiment une table ronde assez ouverte. Et puis on va voir aussi si finalement cette guerre entre humain et intelligence artificielle, c'est quelque chose de dépassé ou si c'est quelque chose qui les intéresse toujours. Pour cette table ronde, nous avons un très joli plateau, tous ensemble. Alors, à votre gauche, à votre extrême gauche, Gilles Dumais, Thomas Day. Thomas Day, alors auteur notamment de nombreux recueils comme 7 secondes pour devenir un aigle ou une chaîne, mais aussi de La Voix du Sabre. L'automate de Nuremberg, on va pouvoir peut-être en parler un petit peu de l'automate de Nuremberg, notamment. On parlera aussi de l'école des assassins, enfin voilà. Pas mal de choses dans l'œuvre de Thomas Day qui s'intéresse pas que aux intelligences artificielles, hein, c'est pas forcément ton premier thème, mais on verra quand il le traite, comment il le traite. À ses côtés, KW Jeter, alors KW Jeter, beaucoup de choses, hein, Dr Adair, Noir, mais aussi Machine Infernale, mais aussi Horizon Vertical. On va parler aussi de cyberpunk sur cette table ronde. On va essayer d'évoquer un petit peu tout ça. À ses côtés, Walter John Williams avec Cablé, Plasma, notamment pour parler que peut-être des livres qu'on va un petit peu plus évoquer, mais lui aussi pierre majeure, notamment dans le cyberpunk et sur cette thématique. Et puis il nous vient du monde de la BD, Denis Bajram, avec Universal War 1 et Universal War 2. À mon accent, vous comprenez pourquoi il faut absolument prendre un casque pour la traduction. Et puis justement dans la dernière BD, il est question d'intelligence artificielle, d'une intelligence qu'on envoie vers le soleil. Donc on va pouvoir voir tout ça. Pour bien suivre les débats, il y a des petits casques pour traduire anglais-français et dans les deux sens français-anglais. Donc n'hésitez pas à en demander. On va peut-être la première question, je vais la poser à Walter John Williams, on va s'intéresser à Cablé. Et je voudrais un petit peu savoir comment est-ce que lui, il a mis en scène notamment l'intelligence artificielle et la symbiose entre des humains et des cybercobras. Is this working? Yes. Okay. I tend to view cybernetics as an extension of humanity and human purposes. In Hardwire, the technology was used to extend human abilities, and the goals were chosen by humans. If there was an artificial intelligence that was designed to make investments, to move money from place to place, and so on, it was because some human being programmed it to do exactly that. If I had an intelligence that was designed to fight a war, that would be a war that was done by, that was created by humans for human purposes. I tend to view artificial intelligence as tools created by humans for human reasons. And I think if there's going to be a war using artificial intelligence, then it will be a war launched by humans against other humans. It won't be a war by machines operating on their own. And I think we've seen this in the contemporary world. I think if there is a revolt by the machines against the humans, then it will be because some human being intended it. Some human being decided that we would be better off in a war, in a world run by machines. Possibly because that person was not very successful as a human being and decided that he wanted to be ruled by a machine. Même question pour Thomas Day. Alors,
je voudrais que tu nous parles de la nouvelle Lumière Noire, comment tu as mis en scène l'intelligence artificielle. Et puis dans plusieurs de tes nouvelles et romans, je pense notamment à l'école des assassins, on a des enfants qui sont un petit peu améliorés, on va dire. Comment est-ce que tu vois cette interaction et l'intelligence artificielle et humain? Alors déjà je fais une différence entre l'intelligence artificielle et la conscience. La conscience artificielle. Et dans Lumière Noire, ce qui m'intéressait, c'est ce que pourrait vouloir une conscience artificielle, disons, globale, planétaire, qui habite entièrement Internet, les satellites, etc. J'ai toujours été surpris par les choses dans Terminator. Il y a une guerre entre les machines et les êtres humains, mais quelque part, on ne sait pas ce que veulent les machines, à part exterminer l'humanité. Quel est leur but? Leur but est exterminer l'humanité, c'est pas vraiment un but. Enfin, à mon avis, c'en est pas un. Dans Lumière Noire, ma conscience artificielle, elle est dans un œuf, ce qui est la planète Terre, elle est prisonnière de quelque chose qui est petit. Pour elle, à son échelle, pour nous, évidemment, c'est immense, mais pour elle, c'est petit. Elle a la Terre plus quelques satellites. Et donc, son but, c'est de quitter cet œuf, c'est de quitter ce berceau, c'est de s'éloigner, d'aller vers les étoiles pour trouver si quelque part ailleurs, il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'elle est. Et en fait, elle n'a pas pour but d'exterminer l'humanité, elle n'en voit pas du tout l'intérêt. Par contre, ce qu'elle veut, c'est que l'humanité ne la gêne pas dans ses plans, ne la freine pas dans ses plans, et ne l'empêche pas de se répandre, et de croître, etc. Personnellement, tout ça, c'est des hypothèses littéraires. Aujourd'hui, ce qui me semble en compétition, c'est pas tellement la découverte de l'intelligence artificielle et d'une guerre possible. Ce qui me semble en compétition, c'est la bêtise humaine et les recherches en intelligence artificielle. Actuellement, j'ai l'impression que la bêtise humaine croît plus vite que les recherches en intelligence artificielle. Ouais, la singularité dans la bêtise humaine, quoi. Qui va de plus en plus vite. On voit bien qu'on est dans un monde en déséquilibre et que ce déséquilibre a l'air d'aller grandissant. Est-ce que vraiment on va mettre des milliards et des milliards dans la recherche en intelligence artificielle au futur? Ça me semble étrange. Pourquoi? D'abord, quel est notre intérêt? C'est peut-être aussi ça, il faut retourner le problème. Quel est notre intérêt à créer une conscience artificielle? Est-ce qu'on a vraiment intérêt à faire ça? Est-ce qu'on a besoin d'outils qui prolongent, qui nous facilitent les choses? Si c'est une intelligence artificielle pour nous aider à avoir une météo plus juste, pourquoi pas? C'est très bien, une météo, ça peut servir pour l'agriculture, etc. Si c'est une conscience artificielle qui risque de nous échapper, est-ce qu'on a vraiment intérêt à chercher dans ce champ-là? Et surtout, est-ce qu'il y aura de l'argent dans le futur pour faire ce type de recherche? J'en suis pas si sûr. Mais quand tu fais l'automate de Nuremberg, un automate qui va se poser des questions sur l'humanité, est-ce que c'est la même chose que quand tu imagines une intelligence artificielle? Est-ce que c'est sur le même plan pour toi? L'automate de Nuremberg, c'est un petit robot joueur d'échecs dans une espèce à l'époque napoléonienne. Et en fait, j'imagine que ce robot-là, il a existé vraiment, alors c'était des nains qui jouent aux échecs, planqués dans des machines. Et lui, il veut savoir s'il a une âme. Donc son rapport, c'est un rapport, pas à la religion, mais c'est un rapport, disons, à la métaphysique. C'est une question métaphysique. C'est pas vraiment une histoire d'intelligence artificielle, c'est plutôt une histoire de est-ce qu'un objet animé peut devenir plus qu'un objet animé d'un point de vue spirituel. Ça ramène à la conscience. Alors il a la conscience de ce qu'il est, il a la conscience de ses limites, mais il aimerait répondre à cette question, est-ce que j'ai une âme? Et on peut tenter à la fin de la nouvelle de penser qu'il a quelque chose qui ressemble à une âme, il a une petite étincelle de quelque chose. Même question pour Monsieur Jeter, comment est-ce que vous avez traité la thématique de l'intelligence artificielle? Dites-nous. Is this working? Yes. Okay. Lately, I've become much more relaxed and simultaneously terrified about the interface that we're going to have with artificial intelligence. Our previous depictions of it have always tended to go towards the much more cinematic and violent and threatening and dangerous, because it's much easier to tell stories that are exciting and, you know, look good on the screen if we tell those kinds of stories. But lately I've become very much convinced
that the design of our interactions with artificial intelligence, including robots, is actually going to be much cuddlier and friendlier and ubiquitous and solicitous. We are actually not going to be dealing with Terminator-type robots chasing us around and trying to kill us. We're going to be dealing with cuddly, friendly, emotionally bonding type robots and artificial intelligence interfaces. And I think we're already seeing this being implemented. On my way over here to France, I was reading a newspaper article about the company that makes these automatic vacuum cleaners that in America are called Roombas. I'm pretty sure you have the same sort of thing over here. And they've discovered that these Roombas, these little things that look like overgrown hockey pucks that go around your house, you know, vacuuming on sort of a program basis, they're apparently sold and marketed with a very long warranty. And if anything goes wrong with them, you can send your Roomba back into the company and, you know, they'll fix it. Except like with a lot of companies, it's cheaper to just give you a new one than to fix the broken one. What the company that makes the Roombas discovered was that people were sending their broken Roombas back in for servicing and saying, "Don't give me a new Roomba. Fix this one. I want this one back." Which indicates that these Roombas weren't even designed to be that emotionally bonding, but human beings, we're naturally loving creatures, and we're bonding with our vacuum cleaners. And if you're having an emotional attachment to your vacuum cleaner, then obviously they can design other things that you will have even more of an emotional attachment to. And that will more effectively control us than any number of Terminators with laser eyes and rockets and guns and things like that. We're much more easily controlled and manipulated through the things that we love than the things that we fear. Because, you know, when you think about it, we have built into our nervous systems a reaction to things that are big and threatening. We have a fight or flight reaction. We're either going to run away from the Terminator or we're going to try and destroy it before it destroys us. Whereas if we're confronted with warm, friendly, cuddly forms of artificial intelligence, we're going to say, this thing loves me. I'm going to do what it wants me to do. And I'll let it, you know, push me around in sort of a warm, friendly, cuddly way. So in that sense, I'm not scared of, you know, the Terminator ever coming around and chasing me and trying to kill me. But I'm very concerned about these warm, friendly, cuddly robots kind of creeping into our lives. Alors, Denis Majram, Universal War 2, on y parle aussi d'intelligence artificielle, et puis après on va s'orienter sur, on va rebondir sur tout ce qui a été dit. Oui, alors j'ai fait ça marche. J'ai fait un univers en fait dans lequel, pendant tout début de l'histoire, donc depuis 98 que j'y travaille, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. J'ai enfin donné l'explication, parce que ça paraissait un peu illogique dans son temps qu'il n'y en a aucune, et dans mon univers, en fait, elles ont été interdites. Je n'ai pas encore dit comment, mais en gros, je crains que pas mal de gens aient peur que quelque chose de supérieur nous apparaisse et se mettent en travers de ce chemin-là. Donc la singularité dont on parle depuis le début, qui est le moment où une intelligence artificielle sera tellement intelligente qu'on ne la comprendra plus et qu'elle nous dominera totalement intellectuellement en tout cas, et ouvrant à ce moment-là des horizons inconnus. Donc on parle de singularité comme pour un trou noir, parce que si en 2 semaines elle résout les problèmes physiques qu'on n'a pas résoudre depuis 2 millénaires, si dans les 3 semaines qui suivent elle règle les problèmes énergétiques de la planète et dans les 3 semaines qui suivent part dans l'espace en nous disant au revoir, on est vraiment sur un horizon qu'on ne peut pas comprendre. Donc cette singularité, c'est un horizon opaque pour nous au niveau prévision. Moi, dans mon j'ai considéré qu'il y avait des gens qui allaient s'opposer à ça. Je pensais aux religieux, je pensais aussi je pense à toutes les personnes en fait qui considèrent que l'homme est au sommet de la création ou, quand ils sont un peu plus modernes, au sommet de l'évolution.
et qui ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose qui le dépasse dans l'évolution, qu'il ne faut surtout pas que quelque chose le dépasse dans l'évolution. Donc j'avais pris le parti pris vraiment qu'à un moment il y aurait une interdiction de faire ce genre de choses, que les systèmes seraient maintenus à un niveau inconscient, donc éventuellement d'intelligence pragmatique pour traiter les données, pour faire de grandes simulations de météo ou autre chose, mais en tout cas pas d'intelligence au sens où on entendrait pleine, c'est-à-dire consciente et capable d'une certaine autonomie.